Le 3 mai 2007, dans la station balnéaire de Praia da Luz, au sud du Portugal, une fillette britannique de 3 ans disparaît sans laisser de traces. Son nom, Madeleine McCann. Ce qui débute par le cri de détresse d'une mère va rapidement devenir l'une des affaires criminelles les plus médiatisées de l'histoire moderne. Pendant près de 20 ans, les polices portugaises, britanniques et allemandes vont suivre des pistes parfois contradictoires, explorer de nombreuses hypothèses et défendre des théories radicalement différentes. Au fil de l'enquête, les parents de Madeleine seront eux-mêmes soupçonnés avant d'être officiellement mis hors de cause. Des éléments présentés comme déterminants seront contestés, des suspects apparaîtront, disparaîtront, puis réapparaîtront des années plus tard. Mais une question demeure. Comment une enfant de 3 ans a-t-elle pu disparaître en moins de 30 minutes dans une station touristique fréquentée sans laisser derrière elle la moindre trace décisive? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'ensemble de cette affaire hors norme. Des premières heures de la disparition, marquées par plusieurs erreurs qui compliqueront l'enquête, jusqu'aux développements les plus récents autour du principal suspect allemand. Nous examinerons les faits, les témoignages, les éléments matériels et les nombreuses zones d'ombre qui entourent encore ce dossier. Bienvenue dans cette enquête. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord répondre à 2 questions essentielles. Qui sont les McCann et dans quel environnement Madeleine a-t-elle disparu? Nous sommes au printemps 2007. La famille McCann appartient à la classe moyenne supérieure britannique. Éduquée, stable, parfaitement intégrée socialement, Kate et Jerry McCann sont tous deux des professionnels de santé respectés au Royaume-Uni. Kate exerce en tant que médecin généraliste et Jerry est cardiologue. Ils vivent dans la banlieue de Leicester, une vie structurée centrée sur le travail et la famille. Après des années de combat médical contre l'infertilité, ils obtiennent enfin un enfant grâce à une fécondation in vitro. En mai 2003, la petite Madeleine vient au monde. Au moment des faits, la fillette a 3 ans, c'est une enfant vive et en bonne santé. Elle présente une particularité physique qui sera immédiatement intégrée dans tous les avis de recherche internationaux. Un colobome à l'œil droit. Il s'agit d'une anomalie congénitale rare, une fente dans l'iris visible comme une tache sombre verticale. Un détail très rare qui deviendra rapidement l'un des principaux éléments utilisés pour identifier Madeleine dans les avis de recherche diffusés à travers le monde. 2 ans après la naissance de la fillette, la famille s'agrandit avec l'arrivée des jumeaux Sean et Amélie. Pour ce couple au rythme professionnel éprouvant, les vacances de mai 2007 représentent donc un moment précieux de repos et de déconnexion. Et pour ce voyage, ils ne partent pas seuls. Ils sont accompagnés de 7 amis proches, tous médecins ou scientifiques, eux aussi en vacances avec leurs enfants en bas âge. Ce groupe va rapidement être baptisé par la police portugaise et les médias internationaux sous l'appellation des Tapas 7. Leur destination, Praia da Luz, une petite station balnéaire du sud du Portugal, ancien village de pêcheurs reconverti au tourisme à la fin du XXe siècle. C'est aujourd'hui un point de chute privilégié pour les expatriés et les vacanciers d'Europe du Nord, notamment les Britanniques. La sécurité fait partie des arguments mis en avant par la station, où la criminalité est historiquement faible. D'ailleurs, ce sentiment de sécurité jouera un rôle important dans les choix effectués par le groupe durant le séjour. C'est au sein de l'Ocean Club que la famille pose ses valises. Ce complexe hôtelier n'a rien d'un hôtel classique fermé et sécurisé. Il s'agit en réalité d'un ensemble de résidences touristiques, de villas et de blocs d'appartements interconnectés par un réseau de ruelles pavées, de trottoirs et de voies de circulation totalement publiques. Les McCann s'installent dans l'appartement 5A, situé dans le bloc Fifth Avenue. Et cet appartement mérite qu'on s'y attarde, car sa configuration jouera un rôle central dans la suite des événements. Il est situé au rez-de-chaussée surélevé du bâtiment. Sa configuration présente une double entrée. À l'arrière se trouve la porte principale en bois massif, dotée d'une serrure standard, qui s'ouvre sur la rue publique et un parking résidentiel peu éclairé la nuit. À l'avant, la pièce à vivre principale donne sur un petit balcon terrasse surélevé qui est accessible depuis l'extérieur par quelques marches en pierre. Ce balcon communique avec l'intérieur via une large baie vitrée coulissante. C'est ici qu'intervient une décision anodine en apparence, mais qui va s'avérer dramatique.
Pour faciliter leurs allers-retours constants entre l'appartement et les espaces de loisirs du complexe, les McCann adoptent une habitude. Durant leur absence de courte durée, ils laissent cette baie vitrée coulissante non verrouillée. Elle permet un accès direct depuis la zone de la piscine commune et des restaurants via un simple portillon de jardin en bois dépourvu de loquet de sécurité. La routine estivale s'installe dès les premières heures du séjour, réglée avec une précision quasi militaire. Le matin, vers 9 h, Madeleine et les jumeaux sont déposés au club de garde de l'Océan Club où des animateurs qualifiés prennent en charge les enfants pour des activités ludo-sportives. Les parents en profitent pour jouer au tennis ou se reposer au bord de la piscine. À midi, la famille se retrouve pour déjeuner, soit dans l'appartement, soit dans l'un des snacks du complexe. L'après-midi est consacré à la plage ou à des excursions en groupe. À aucun moment, les McCann ou les membres des Tapas 7 ne rapportent la moindre anomalie. Aucun comportement suspect. Aucun individu inquiétant dans l'environnement immédiat. Pourtant, l'analyse de l'affaire ultérieure posera une question fondamentale. Un prédateur était-il déjà en train d'observer cette famille et d'apprendre ses habitudes ? Le protocole des soirées constitue le cœur du drame à venir. Vers 18 h, les McCann rentrent avec les enfants. Bain, dîner léger, lecture. À 20 h 30, Maddie, Sean et Amélie sont endormis dans leur chambre, située immédiatement à gauche de la porte d'entrée arrière donnant sur la rue principale. C'est alors que le groupe prend une décision qui va scinder l'opinion publique mondiale en deux camps irréconciliables. Plutôt que de recourir au service de babysitting payant proposé par le complexe ou d'utiliser un interphone de surveillance, les adultes choisissent de dîner ensemble au restaurant de tapas situé au cœur de l'Océan Club. La table est réservée à l'année pour le groupe. Sur le plan topographique, ce restaurant se trouve à exactement 55 mètres en ligne droite de la baie vitrée de l'appartement 5A. Depuis leur table, les McCann n'ont pas de vue directe sur les chambres, mais peuvent apercevoir partiellement le toit, le rez-de-chaussée ainsi que le chemin menant à leur bloc. Pour pallier cet éloignement, le groupe instaure un protocole strict. Toutes les 30 minutes, par roulement, un adulte quitte la table pour aller vérifier le sommeil des enfants. Sans le savoir, ce système va créer plusieurs fenêtres de temps durant lesquelles les enfants se retrouveront seuls. C'est précisément dans l'une de ces périodes que Madeleine disparaîtra. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut d'abord reconstituer les événements minute par minute. Le jeudi 3 mai 2007, la journée des McCann et de leurs amis se déroule à la minute près, réglée comme du papier à musique. Et c'est précisément dans cette gestion du temps que se cache la clé du mystère. Parce que chaque fait, chaque geste sera consigné plus tard dans les procès-verbaux. Vers 18 h, la journée de plage se termine. Kate et Jerry McCann ramènent Maddie, Sean et Amélie à l'appartement 5A. Les rituels du soir s'enchaînent. Le bain, un dîner rapide préparé dans la kitchenette, puis un moment de calme. Vers 19 h, les parents lisent une histoire à Maddie. Ce soir-là, la fillette porte un pyjama rose à manches courtes de chez Marks & Spencer. Les jumeaux dorment dans 2 lits parapluies installés au centre de la chambre. Maddie, elle, est couchée dans l'un des 2 lits simples placés contre le mur. À 20 h 30, le coucher est finalisé. Les 3 enfants dorment profondément. Les parents effectuent alors les dernières vérifications avant de quitter l'appartement. Ils baissent les volets de la chambre des enfants, laissent la porte légèrement entrouverte afin de pouvoir entendre les moindres bruits depuis le salon, puis tirent les rideaux de la pièce à vivre. Ils quittent ensuite l'appartement par la baie vitrée de la terrasse qu'ils ne verrouillent pas comme ils en ont l'habitude. Ils la referment simplement derrière eux, traversent la zone de la piscine et rejoignent le restaurant Tapas. Il est environ 20 h 40. À partir de ce moment, chaque minute va compter dans la reconstitution des événements. C'est à ce moment que commence le protocole des rondes, un ballet humain minutieusement rythmé qui, sans que personne ne le réalise, va fragmenter la soirée en plusieurs intervalles durant lesquels les enfants se retrouveront seuls. La première vérification est effectuée à 21 h 05 précise par Jerry McCann lui-même. Il quitte la table, remonte l'allée d'allée, franchit le portillon en bois et pénètre dans l'appartement par la baie vitrée non verrouillée. Il traverse le salon plongé dans la pénombre et s'avance vers la chambre des enfants. C'est là qu'un détail crucial est consigné dans sa déposition à la police judiciaire portugaise,
La porte de la chambre est nettement plus ouverte qu'au moment du départ. Jerry ne s'en alarme pas. Il pense sur le moment à un courant d'air ou à un des enfants qui aurait pu se lever brièvement avant de se rendormir. Il entre dans la pièce, observe la respiration régulière des 3 enfants, replace la porte dans sa position initiale et ressort par la rue arrière du complexe, saluant au passage un vacancier qui joue au tennis. Ce sera la dernière fois que Jerry McCann dira avoir vu sa fille. 10 minutes plus tard, à 21h15, une scène se joue à quelques mètres de là. Ce détail, apparemment anodin sur le moment, deviendra l'un des points les plus controversés de l'enquête. L'indice Tanner. Jane Tanner, l'une des amies du groupe, quitte la table pour aller vérifier sa propre fille, malade ce soir-là et logée dans un appartement voisin. En remontant la ruelle publique qui longe l'arrière du bâtiment des McCann, elle aperçoit une silhouette en mouvement. L'éclairage est défaillant, mais elle distingue un homme marchant d'un pas rapide et déterminé, s'éloignant directement de l'appartement 5A. Elle ne le voit que de dos et de profil. Pantalon beige, veste sombre. Et surtout, serré contre sa poitrine, un jeune enfant endormi, vêtu d'un pyjama clair au motif qui rappelle étrangement celui de Madeleine, avec les jambes nues. Aucune alerte ne se déclenche dans l'esprit de Jane Tanner. Elle pense simplement à un père qui ramène son fils d'une activité tardive du complexe. Malgré les incertitudes qui l'entourent, ce témoignage conduit dès le lendemain la police portugaise à mobiliser l'essentiel de ses moyens sur une hypothèse de fuite spécifique. Un ravisseur avait-il vraiment pu opérer à quelques mètres des parents sans être remarqué ? Avec le temps, cependant, cette piste s'affaiblira progressivement au gré des nouvelles découvertes de l'enquête. Les événements continuent de s'enchaîner selon la chronologie établie. À 21h30, c'est Matthew Oldfield, un autre membre des Tapacettes, qui effectue sa ronde. Par solidarité, il propose aux McCann d'inclure l'appartement 5A dans sa ronde afin de leur éviter un déplacement supplémentaire. Il emprunte le même itinéraire, entre par la terrasse et s'avance dans le couloir menant aux chambres. Mais contrairement à Jerry 25 minutes plus tôt, Oldfield ne pénètre pas dans la pièce. Il s'arrête sur le seuil. La porte est de nouveau grande ouverte. Depuis sa position, la chambre est plongée dans l'obscurité. La faible lumière provenant du salon lui permet néanmoins de distinguer les lits de voyage des jumeaux disposés au centre de la pièce. Rien ne semble anormal. Aucun bruit, aucun mouvement. Il remarque qu'une certaine clarté baigne la chambre, sans pour autant comprendre que la position des volets extérieurs a changé. Après quelques secondes d'observation, il rebrousse chemin et retourne au restaurant et certifie aux McCann que tout va bien. En réalité, Matthew Oldfield vient peut-être de commettre une erreur importante. Il suppose que tout va bien, sans vérifier que Madeleine se trouve réellement dans son lit, qui est situé dans l'angle mort de la porte. Si quelqu'un est entré dans l'appartement ce soir-là, c'est probablement pendant cette période que tout s'est joué. Le moment décisif de cette affaire survient peu après 22h. Kate McCann se lève pour effectuer la 4e ronde de la soirée. Elle traverse la zone de la piscine, monte les marches de la terrasse et glisse la baie vitrée. Dès qu'elle pénètre dans le salon, elle ressent immédiatement que quelque chose ne va pas. À cet instant, un courant d'air froid se fait sentir dans l'appartement, alors même que celui-ci est censé être fermé et sans ouverture apparente. Elle se dirige vers le couloir. La porte de la chambre, laissée entr'ouverte à 10 cm, est maintenant grande ouverte. Elle s'avance pour la refermer doucement. Lorsqu'elle tend la main vers la poignée, un bruit sec se fait entendre. La porte claque brusquement sous l'effet d'un courant d'air traversant l'appartement. Kate entre dans la chambre et regarde immédiatement vers le lit de Madeleine. Celui-ci est vide. La couverture en polaire est soigneusement rejetée en arrière. Le doudou de la fillette, un chat en peluche rose, est resté posé sur l'oreiller. Kate pense d'abord que Madeleine s'est réveillée et a rejoint le lit parental. Elle se précipite dans la chambre des parents. Personne. Elle revient dans la chambre des enfants, avance vers la source du courant d'air, tire les rideaux. Elle découvre alors un détail qui l'inquiète immédiatement. La fenêtre est ouverte et le volet roulant semble avoir été relevé. La panique prend immédiatement le dessus. Kate réalise en une fraction de seconde que sa fille ne s'est pas levée seule. Elle se précipite sur la terrasse et court vers le restaurant de tapas. Ses cris ont rompu le calme de cette nuit à Praia da Luz, marquant durablement tous ceux qui les ont entendus. Madeleine a disparu. Quelqu'un l'a prise. Ils l'ont prise. En quelques secondes,
La table des tapas 7 bascule dans le chaos. Jerry et les autres hommes du groupe se ruent vers l'appartement 5A, suivis par le personnel du restaurant. Le protocole interne d'alerte pour enfants égarés est déclenché. Les vacanciers sont tirés de leur sommeil. Des lampes de poche s'allument dans toutes les ruelles du complexe. Des battues citoyennes improvisées s'organisent en direction de la plage et des falaises. On piétine les buissons, on crie le prénom de Maddy dans la nuit, on fouille les poubelles et les cages d'escalier des bâtiments voisins. Et c'est précisément là que se joue la première catastrophe de cette affaire. Poussés par un élan d'humanité et d'urgence absolue, ces dizaines de volontaires ignorent qu'ils compliquent considérablement le travail des enquêteurs en modifiant involontairement la scène. Chaque personne entrant dans l'appartement risque alors de déplacer ou de détruire des indices potentiellement essentiels. Dans les enquêtes criminelles, les premières 24 heures d'une disparition portent un nom, la période d'or. C'est durant ce laps de temps critique que les chances de retrouver une victime vivante sont les plus élevées. Mais une condition est requise, la réponse policière doit être immédiate, méthodique et exempte de failles. Dans l'affaire Maddy McCann, avec le recul, plusieurs erreurs commises durant ces premières heures vont compliquer durablement l'enquête. La Polícia Judiciária, la police civile portugaise chargée des enquêtes criminelles complexes, est prévenue tardivement. Les premiers policiers à arriver sur les lieux vers 23h sont des agents de la GNR, la Garde nationale républicaine, une force de gendarmerie locale peu habituée aux enlèvements d'envergure internationale. Face à la détresse des parents et à la confusion générale, ces premiers intervenants omettent les gestes les plus élémentaires. Aucun ruban de signalisation n'est déployé pour sceller l'accès à l'appartement 5A. La suite va avoir des conséquences majeures sur l'enquête. Durant toute la nuit du 3 au 4 mai, le logement devient un hall de gare. Plus de 20 personnes distinctes entrent, sortent, s'assoient sur les meubles, touchent les poignées de porte, utilisent les sanitaires. Des amis des tapas 7, des employés de l'Ocean Club, des traducteurs improvisés, des policiers en uniforme. Chaque nouvelle personne entrant dans l'appartement risque alors d'altérer ou de détruire d'éventuels indices. Lorsque les techniciens de l'identité criminelle arrivent enfin au petit matin avec leur poudre révélatrice, le constat est sans appel. Ils ne parviennent plus à exploiter les traces présentes sur les lieux. La scène est totalement polluée par la présence humaine. Mais l'échec ne s'arrête pas au mur de l'appartement. Il paralyse aussi la traque extérieure. Praia da Luz est située à quelques dizaines de mètres seulement de la frontière espagnole. Une frontière totalement ouverte, sans contrôle douanier permanent, en vertu des accords de Schengen. Pour être efficace, une alerte enlèvement aurait dû verrouiller instantanément les axes routiers principaux, en priorité l'autoroute A22 qui traverse l'Algarve. Or, les premiers barrages routiers ne sont mis en place que vers 6h du matin, soit plus de 8 heures après la disparition constatée. Les ports de la région et l'aéroport international de Faro ne reçoivent le signalement et la photographie de Madeleine qu'en milieu de matinée. Si un ravisseur méthodique avait prévu de quitter le territoire dès les premières minutes suivant son acte, il disposait alors de plusieurs heures d'avance sur les forces de l'ordre. Les hélicoptères de la protection civile, les brigades cynophiles et les patrouilles maritimes le long des falaises arrivent bien trop tard. La fillette est déjà invisible. Face au vide de l'appartement 5A, les enquêteurs se rabattent sur les témoignages humains. Leur priorité absolue, la déclaration de Jen Tanner et sa description de l'homme au pyjama rose croisé à 21h15. Cette piste devient la colonne vertébrale de l'enquête portugaise. Les dessinateurs de la police s'efforcent d'établir un portrait robot, mais la description reste trop floue. Un homme de taille moyenne, aux cheveux sombres, portant un enfant. En parallèle, un second témoignage émerge, celui de la famille Schmidt. Des touristes irlandais qui affirment avoir croisé vers 22h un homme marchant en direction de la plage, portant lui aussi un enfant blond en pyjama. Ce qui trouble les profilers, c'est un détail comportemental précis. L'homme gardait la tête basse, évitant soigneusement de croiser le regard des passants. S'agit-il du même individu que celui aperçu par Jen Tanner, de deux pistes distinctes ou de simples vacanciers innocents? Cette confusion va pousser la police portugaise à chercher un coupable rapidement, talonné par une presse britannique qui débarque en masse et occupe littéralement la station balnéaire. Il leur faut un nom, un profil,
quelque chose à donner à l'opinion publique mondiale. Ce nom, ce sera Robert Murat. Citoyen anglo-portugais de 33 ans, Murat vit avec sa mère dans une villa blanche baptisée Casa Liliana, située à seulement 150 mètres de l'appartement 5A. Son profil interpelle. Il parle parfaitement les deux langues, souffre d'un strabisme prononcé et se propose spontanément comme traducteur bénévole auprès des journalistes anglais et des policiers portugais dès les premières heures du drame. Mais son omniprésence commence à agacer. Des journalistes signalent aux enquêteurs qu'il pose trop de questions, qu'il semble fasciné par l'enquête, qu'il passe de longues heures à observer l'appartement des McCann avec des jumelles. Sous une pression médiatique énorme, les enquêteurs commencent à concentrer leur attention sur Robert Murat, qui devient le suspect idéal. Le 14 mai 2007, sa propriété est encerclée. Les techniciens retournent le jardin, sondent les fondations, vident intégralement la piscine. Les ordinateurs et téléphones sont saisis. Ses proches sont soumis à des interrogatoires serrés. Malgré des semaines d'investigation, aucune preuve matérielle ne permet de relier Robert Murat à la disparition de Mady. L'enquête se retrouve alors pratiquement au point de départ. Robert Murat sera totalement blanchi des années plus tard et recevra des indemnités considérables pour destruction de réputation. L'enquête portugaise vient de brûler sa première cartouche majeure et elle se retrouve face à une impasse totale. C'est alors que Gonçalo Amaral, le directeur de la police judiciaire de Portimao, opère un virage à 180 degrés. Un virage qui va stupéfier le monde entier. Humilié par l'échec de la piste Murat, sous le feu des critiques acerbes des tabloïds britanniques qui accusent ouvertement les enquêteurs d'incompétence, Amaral commence à réexaminer les fondations même du dossier. Et une question commence à s'imposer aux enquêteurs. Comment un ravisseur extérieur aurait-il pu orchestrer un enlèvement aussi parfait ? Aucun signe d'infraction n'est relevé sur la fenêtre ou sur les volets. Aucune empreinte de pas sur le sol sablonneux du jardin. Aucune trace biologique sous les ongles des jumeaux qui ne se sont jamais réveillés. Pour Amaral, l'hypothèse de l'intrus commence à s'effacer au profit d'un scénario beaucoup plus sombre. La réponse ne se trouverait pas à l'extérieur de l'appartement 5A, mais bien à l'intérieur. Cette bascule s'accompagne d'une analyse minutieuse du comportement des parents. Les enquêteurs portugais sont habitués à des réactions de détresse traditionnelles. Larmes, repli sur soi, prostration. Ce qu'ils observent chez les McCann les déconcerte. Dès les premiers jours, le couple engage des agences de relations publiques puissantes, lance une campagne mondiale baptisée Find Madeleine, récolte des millions de livres de dons, obtient une audience privée avec le pape Benoît XVI et le soutien public de célébrités comme J.K. Rowling ou David Beckham. Jeudi dernier, une petite fille appelée Mady a été enlevée dans sa chambre d'hôtel de l'Algarve, dans le sud du Portugal. Comme vous pouvez le comprendre, nous avons besoin de votre aide pour permettre à la police de la retrouver. Pour certains enquêteurs portugais, cette campagne médiatique inhabituelle suscite des interrogations. La méfiance s'installe. Les dépositions des tapettes sont passées au crible. Les enquêteurs pointent des variations minimes mais récurrentes dans les horaires des rondes et dans la description de la disposition de l'appartement. La question prend forme. Et si la chronologie présentée par le groupe ne reflétait pas exactement ce qui s'était passé ce soir-là ? Pour étayer cette nouvelle orientation, la police portugaise réclame des preuves matérielles irréfutables. Elle se tourne alors vers l'expertise de Scotland Yard. Ce qui va suivre alimentera les débats pendant des années. Pour reconstituer ce puzzle, les enquêteurs ont eu recours à un outil particulier, les chiens policiers. C'est ce que nous allons examiner. Mais avant ça, si ce type d'affaires vous passionne, abonnez-vous pour ne rien manquer. En juillet 2007, 2 mois après la disparition de Mady, l'enquête entre dans sa phase la plus scientifique et la plus spectaculaire. Face à l'absence totale d'indices probants obtenus par les méthodes traditionnelles, la police portugaise fait appel à une force extérieure, la police du Yorkshire au Royaume-Uni. L'objectif est de dépêcher à Praia da Luz 2 chiens policiers parmi les plus réputés au monde dans les enquêtes criminelles. Ils s'appellent Eddie et Kayla. Ces 2 Springer Spaniels ne sont pas des simples chiens pisteurs. Ce sont des spécialistes de la détection des traces biologiques invisibles à l'œil nu.
Leurs compétences sont distinctes et parfaitement complémentaires. Eddie est ce qu'on appelle un Enhanced Victim Recovery Dog, un chien d'alerte cadavre. Son odorat est entraîné pour identifier exclusivement les molécules volatiles liées à la décomposition humaine. Sa capacité est remarquable. Il peut détecter cette odeur même si le corps a été déplacé depuis des mois ou si la zone a été nettoyée avec des produits chimiques industriels. Kayla, elle, est un Blood Specialist Dog. Elle ne réagit qu'au sang humain. Une seule goutte diluée des milliers de fois suffit à déclencher son signal. Et contrairement à d'autres chiens, elle fait la distinction absolue entre le sang humain et le sang animal. Les recherches sont menées selon un protocole très strict. Les deux chiens travaillent toujours séparément. Leurs maîtres ne connaissent pas à l'avance l'historique des lieux, ce qui élimine tout risque de biais de guidage involontaire. Chaque séance est intégralement filmée par la police. Ces enregistrements deviendront des pièces à conviction majeures du dossier. L'inspection débute par l'appartement 5A, désert depuis plusieurs semaines. Le premier à entrer en scène est Eddie. Les images d'archives montrent le chien furetant méthodiquement dans la pièce à vivre vide. Puis soudainement, son comportement change. Il s'immobilise dans l'angle du salon, juste derrière le canapé convertible, s'assoit et émet un aboiement sec et répétitif, son signal d'alerte positif. Il vient de détecter l'odeur de la mort. Quelques minutes plus tard, Kayla est introduite dans la même pièce. Elle inspecte la zone et s'allonge précisément au même endroit. De son museau, elle pointe le bas d'une plante et le revers du canapé, confirmant la présence de sang humain invisible à l'œil nu. Les deux chiens poursuivent ensuite leur inspection dans la chambre des enfants. Eddie marque un nouvel arrêt net devant la garde-robe et près du lit simple que cachaient les rideaux le soir du 3 mai. Pour les enquêteurs portugais, cette découverte est un choc. Car, selon les spécialistes des chiens détecteurs, ce type de marquage est généralement associé à la présence antérieure d'un corps en décomposition ou de fluides liés à la décomposition humaine. Les enquêteurs commencent alors à envisager une hypothèse particulièrement inquiétante. Madeleine McCann est morte à l'intérieur de l'appartement 5A le soir du 3 mai. Mais les révélations d'Eddie et Kayla ne s'arrêtent pas là. La police décide d'étendre les recherches aux véhicules utilisés par la famille McCann. Les enquêteurs rassemblent une dizaine de voitures d'aspect similaire sur le parking sécurisé de Portimao. Des véhicules appartenant à des résidents locaux ou à des agences de location, afin de réaliser un test d'identification aveugle. Parmi elles se trouve une Renault Scénic grise. Détail crucial, ce véhicule a été loué par Kate et Jerry McCann le 28 mai 2007, soit 25 jours après la disparition de leur fille. Eddie est lâché entre les voitures alignées. Il passe devant les premières sans manifester le moindre intérêt, puis arrivé à la hauteur de la Renault Scénic grise, il change brutalement d'attitude. Il tourne frénétiquement autour de la portière conducteur, s'approche du coffre arrière et aboie de manière insistante. Introduite à son tour, Kayla marque un arrêt positif sur la clé de contact posée sur le tableau de bord, puis plonge son museau sous le tapis de sol du coffre. Les deux chiens désignent la même voiture, la voiture des parents. Une question se pose alors aux enquêteurs. Comment expliquer la présence de ces odeurs dans un véhicule qui n'existait pas dans l'environ des McCann le soir du drame et qui n'a été loué que près d'1 mois plus tard? C'est précisément sur cette contradiction apparente que Gonçalo Amaral va bâtir sa thèse finale. Pour le commissaire, les marquages d'Eddie et Kayla valident scientifiquement son intuition de départ. Il développe alors une nouvelle théorie sur ce qui aurait pu se produire, consignée dans les rapports officiels de la police portugaise. Selon cette thèse, Maddy serait décédée le soir du 3 mai dans l'appartement 5A, victime soit d'une chute mortelle depuis le canapé, soit d'une surdose accidentelle de médicaments sédatifs administrés pour forcer le sommeil des enfants pendant que les adultes dînaient au restaurant. Cette seconde hypothèse est jugée plausible par les enquêteurs en raison de la profession médicale des parents. Pris de panique face aux conséquences juridiques et professionnelles de cette mort accidentelle, les McCann auraient alors mis en scène l'enlèvement, ouvert la fenêtre, forcé le volet pour simuler l'intrusion d'un rôdeur, puis dissimulé temporairement le corps dans un endroit indéterminé de Praia da Luz, potentiellement les falaises ou les canalisations du complexe. 25 jours plus tard,
ils auraient récupéré ce corps pour le transporter dans le coffre de la Renault Scénic de location et le faire disparaître définitivement dans l'arrière-pays. Lourde de conséquences, cette théorie n'en repose pas moins sur des hypothèses que rien à ce stade ne permet de confirmer. Elle trouve néanmoins un appui dans un élément matériel supplémentaire. Lors de la fouille approfondie du coffre, les techniciens portugais découvrent sous le tapis de sol des fluides biologiques microscopiques ainsi que des cheveux coincés dans la carrosserie. Ces prélèvements sont immédiatement envoyés sous scellé au prestigieux laboratoire du Forensic Science Service de Birmingham au Royaume-Uni pour y subir des analyses de profilage génétique. Pour Gonçalo Amaral, ces résultats pourraient apporter la preuve qu'il recherche depuis plusieurs mois, la preuve absolue qui permettrait d'incriminer officiellement le couple de médecins. L'opinion publique mondiale retient son souffle. L'affaire la plus médiatisée de l'époque semble sur le point de livrer son verdict. Mais la science a ses propres règles et elle ne plie pas sous la pression policière. Ce qui devait être l'élément central de l'accusation va finalement fragiliser le dossier. Le 7 septembre 2007 marque le point culminant de la confrontation entre les parents de Madeleine et la justice portugaise. Convoqués séparément dans les locaux de la police judiciaire de Portimao, Kate et Jerry McCann sont interrogés pendant de longues heures. À l'issue de ces auditions éprouvantes, les enquêteurs leur signifient officiellement leur placement sous le statut d'arguido. En droit pénal portugais, ce statut signifie qu'une personne est officiellement considérée comme suspecte. Il lui donne certains droits, notamment celui de garder le silence, mais confirme que les enquêteurs estiment disposer d'éléments suffisamment sérieux pour poursuivre leur investigation. Durant son face-à-face avec les policiers, Kate McCann se voit proposer un marché informel. Si elle avoue avoir dissimulé accidentellement le corps de sa fille, son mari Jerry sera mis hors de cause et sa peine considérablement réduite. Kate refuse catégoriquement. Elle a été interrogée sur 49 points et n'a répondu qu'à un seul. Elle a invoqué son droit au silence pour protester contre le fait d'être traitée comme une suspecte. Elle a déclaré par la suite avoir refusé de coopérer car elle a estimé que le fait d'être traitée comme une suspecte par la police détournait l'attention des enquêteurs de leur mission principale, retrouver Madeleine. Le lendemain, le couple prend un vol en urgence pour entrer au Royaume-Uni. Libres de leurs mouvements, mais escortés par une meute internationale de journalistes et de caméramans qui les traitent désormais de monstres. La rupture entre la famille McCann et les autorités portugaises est définitivement consommée. C'est précisément à ce moment que le dossier de l'accusation commence à prendre l'eau de toutes parts. Le rapport tant attendu du laboratoire forensique de Birmingham vient de tomber, et son interprétation scientifique est loin d'être l'arme absolue qu'espérait Gonçalo Amaral. Pour comprendre la faille technique au cœur de cette pièce à conviction, il faut entrer dans le détail des résultats. Les analyses ADN, réalisées sur les traces retrouvées dans le coffre de la Renault Scénic, vont pourtant produire des résultats beaucoup moins clairs que prévu. Les prélèvements contiennent un mélange de traces génétiques appartenant à plusieurs personnes. Certains marqueurs sont compatibles avec ceux de Madeleine, mais ils sont également compatibles avec ceux de ses frères et sœurs ainsi qu'avec ceux de ses parents. La conclusion du directeur du FSS est clinique et sans appel. Il est scientifiquement impossible d'affirmer que cet ADN appartient spécifiquement à Madeleine McCann. Les experts évoquent également une autre explication possible, le transfert involontaire d'ADN. Les jouets, vêtements ou objets ayant appartenu à la fillette ont pu transporter naturellement des traces biologiques dans le véhicule. Les cellules de peau morte et les traces de salive présentes sur ces objets ont pu se déposer naturellement dans le coffre lors des déplacements de la famille. L'ADN retrouvé n'est donc pas la preuve de la présence d'un cadavre. C'est le résultat parfaitement logique du quotidien d'une famille ordinaire. La preuve scientifique s'effondre. Et avec elle, tout l'édifice accusatoire, car sans profil génétique irréfutable, les marquages des chiens Eddie et Kayla perdent toute valeur juridique devant un tribunal. En droit international, l'odorat canin est reconnu comme un outil d'orientation, donc un indicateur de recherche précieux, mais il ne peut en aucun cas constituer une preuve pénale autonome sans confirmation biologique en laboratoire. La théorie développée par les enquêteurs portugais perd alors son principal soutien scientifique.
La théorie selon laquelle le corps aurait été déplacé près de 2 mois après les faits devient alors extrêmement difficile à soutenir. Comment des parents surveillés en permanence par des détectives privés mandatés par des tabloïds, par des journalistes postés devant leur porte et par l'opinion publique mondiale auraient-ils pu récupérer un corps dissimulé en secret et le déplacer dans une voiture de location sans que personne ne s'en aperçoive? L'absence de restes humains, de traces de sédatifs et de tout témoignage direct finissent par rendre toute poursuite judiciaire impossible. Le verdict tombe en juillet 2008. Le procureur général de la République portugaise annonce officiellement le classement sans suite de l'enquête pour absence de preuves matérielles. Le statut d'arguido de Kate et Jerry McCann est définitivement levé. Le couple est officiellement lavé de tout soupçon par les autorités de Lisbonne. Gonçalo Amaral, lui, est limogé. Il est sanctionné pour avoir critiqué publiquement la police britannique et pour avoir conduit l'enquête exclusivement à charge contre les parents. Quelques semaines plus tard, il publie un livre intitulé « Maddy, l'enquête interdite », dans lequel il réitère ses accusations et déclenche une guerre judiciaire pour diffamation qui va opposer pendant des années sa famille à celle des McCann. Après 14 mois d'une hystérie médiatique sans précédent, l'enquête revient à son point de départ. Madeleine McCann est toujours introuvable. Son dossier est rangé dans les archives de la police portugaise, destiné à y prendre la poussière, comme un énième cold case insoluble. C'était sans compter sur l'intervention directe du sommet de l'État britannique qui va décider de reprendre le contrôle des opérations. Pendant 3 ans, entre 2008 et 2011, l'enquête officielle sur la disparition de Maddy McCann est au point mort. Seuls les détectives privés continuent de parcourir le monde, financés par le fonds d'aide mis en place par les McCann et par des donateurs fortunés. Des témoins affirment avoir vu Maddy au Maroc, en Tunisie ou encore aux Pays-Bas. Toutes ces pistes sont finalement écartées. Les enquêteurs y voient des erreurs de reconnaissance visuelle, phénomène courant dans les affaires à forte charge émotionnelle. Puis tout change en mai 2011. Face à la pression constante de la famille et à une pétition citoyenne réunissant des centaines de milliers de signatures au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique David Cameron intervient directement. Il demande à Scotland Yard de poser un regard neuf et massif sur l'intégralité du dossier. C'est la naissance de l'opération Grange, une structure d'investigation d'une ampleur inédite, dotée d'un budget de plusieurs millions de livres sterling, entièrement financée par le ministère de l'Intérieur britannique. La philosophie de l'opération Grange tient en 2 mots: grand nettoyage. Les inspecteurs londoniens ne repartent pas immédiatement sur le terrain au Portugal. Ils commencent par un immense travail de réexamen du dossier. Rassembler, centraliser et numériser l'ensemble des données collectées depuis 2007 par la police portugaise, les agences de détectives privés et les services de renseignement. Le résultat est vertigineux. Plus de 40 000 documents distincts, des milliers de dépositions, des listes interminables de numéros de téléphone ayant borné dans le sud du Portugal. Leur premier objectif, démanteler méthodiquement les témoignages qui ont pollué l'enquête initiale. Et leur première découverte va remettre en cause plusieurs années de certitude. Scotland Yard se penche sur l'indice Tanner. Pour rappel, cette observation de 21h15 avait orienté toute l'enquête portugaise vers un ravisseur, fuyant à pied depuis le bloc 5 de l'Ocean Club, et en avait fait la colonne vertébrale pendant 6 ans. En recoupant patiemment les listes des résidents présents à l'époque, les enquêteurs britanniques retrouvent un homme qui n'avait jamais été interrogé sérieusement. Un touriste britannique tout à fait ordinaire, qui séjournait lui aussi à l'Ocean Club en mai 2007. Sa déposition va bouleverser l'une des principales pistes de l'enquête. Il confirme qu'à 21h15 précise ce soir-là, il était allé chercher sa petite fille à la crèche de nuit du complexe. Il l'a ramenée à son appartement endormie contre sa poitrine, vêtue d'un pyjama dont les couleurs correspondaient exactement à la description de Diane Tanner. L'indice Tanner était un faux positif. L'homme aperçu dans la ruelle n'était pas un ravisseur, c'était un père de famille sans histoire qui rentrait chez lui. Cette découverte remet en cause 6 années d'enquête et force la police à rediriger entièrement ses projecteurs. Pour les enquêteurs de l'opération Grange, un enlèvement opportuniste et commis au grand jour est définitivement exclu.
Il se tourne désormais vers un autre scénario, celui d'un acte prémédité, commis par quelqu'un qui connaissait parfaitement les lieux et les failles de l'Ocean Club. Le témoignage de la famille Smith reprend alors toute son importance. Ces touristes irlandais avaient croisé vers 22h un homme mystérieux marchant en direction de la plage, portant un enfant blond en pyjama. Les enquêteurs considèrent désormais que cette observation pourrait correspondre au déplacement du ravisseur après la disparition. Ils établissent un portrait robot électronique d'une précision inédite. Un homme blanc, 20 à 40 ans, corpulence moyenne, cheveux blonds ou châtain clair. Ce visage est diffusé dans toute l'Europe fin 2013, accompagné d'un appel à témoins massif lors d'une émission spéciale de la BBC Crime Watch. Parallèlement, les ingénieurs en télécommunications de Scotland Yard s'attaquent aux données cellulaires de 2007. Ils isolent l'ensemble des téléphones ayant émis ou reçu des signaux à Praia da Luz le soir du 3 mai entre 19h et 23h et cherchent les anomalies. Numéros prépayés jetables, activation soudaine de cartes SIM, appel bref passé à proximité immédiate de l'appartement 5A. C'est durant ce travail que les enquêteurs font une découverte qui va changer la nature même de l'enquête. Dans les mois précédant la disparition de Madeleine, Praia da Luz avait été le théâtre d'une série de cambriolages très spécifiques. Le mode opératoire était toujours le même. Profiter de l'absence des touristes à l'heure du dîner pour s'introduire dans les appartements de rez-de-chaussée en escaladant les terrasses ou en ouvrant les fenêtres coulissantes. Dans plusieurs rapports classés de la police locale, un détail glaçant revient régulièrement. Des enfants s'étaient réveillés en sursaut au milieu de la nuit pour découvrir un homme accroupi à côté de leur lit, lequel avait pris la fuite sans commettre de violences physiques. Pour les policiers, la piste du cambriolage qui a tragiquement mal tourné devient l'hypothèse de travail numéro 1. L'opération Grange a désormais un cadre d'analyse solide. Mais il lui manque encore l'essentiel, un nom, une identité à apposer sur le portrait robot de la famille Smith. Ce nom va surgir en 2020 de la manière la plus inattendue et il va venir d'Allemagne. En juin 2020, 13 ans après les faits, l'affaire Maddie McCann subit un séisme d'une intensité inédite. Le Bureau fédéral de la police criminelle allemande, le BKA, publie un communiqué de presse officiel qui fait l'effet d'une bombe internationale. Les autorités allemandes annoncent considérer Christian Bruckner comme le principal suspect dans la disparition de Maddie McCann. Son parcours judiciaire attire immédiatement l'attention des enquêteurs. Né en 1976, Bruckner est un citoyen allemand au casier judiciaire particulièrement chargé, s'étalant sur plusieurs décennies. Vol qualifié, cambriolage répété, trafic de stupes et surtout agressions sexuelles violentes commises sur des mineurs et des femmes vulnérables. L'analyse de son parcours de vie révèle une coïncidence géographique et temporelle parfaite avec l'affaire Maddie. Entre 1995 et 2007, le suspect vit de manière intermittente à proximité de Praia da Luz. Sans emploi stable, il subsiste grâce à diverses activités criminelles, notamment des cambriolages de résidences touristiques et du trafic de stupes. Le dossier du procureur Walters repose sur des indices circonstanciels. Pris isolément, chacun peut être contesté. Ensemble, ils constituent un faisceau difficile à ignorer. Le premier élément qui retient l'attention des enquêteurs concerne son téléphone portable. Les enquêteurs allemands ont établi que le téléphone utilisé par le suspect avait activé une antenne couvrant Praia da Luz ce soir-là. Plus précisément, il a reçu un appel de 30 minutes entre 19h32 et 20h02, soit quelques dizaines de minutes seulement avant que les McCann ne couchent leurs enfants et ne quittent l'appartement 5A. Qui se trouvait à l'autre bout du fil, c'est l'une des zones d'ombre majeures du dossier. Le numéro appelant appartenait à une carte SIM prépayée anonyme qui s'est éteinte définitivement après cette unique conversation. Le deuxième élément concerne son véhicule. En 2007, Bruckner conduisait un van Volkswagen T3 très distinctif, de couleur jaune et blanche, immatriculé au Portugal. Plusieurs témoins, dont les déclarations avaient été perdues dans le chaos initial de l'enquête, rapportent aujourd'hui avoir vu ce van stationner à plusieurs reprises dans les jours précédant la disparition, dans la rue arrière longeant directement l'appartement. Son mode opératoire habituel consistait précisément à s'introduire par les fenêtres laissées ouvertes par les touristes,
durant les chaudes soirées de printemps. Mais l'un des éléments les plus importants du dossier allemand est ailleurs. Il repose sur des confidences macabres formulées des années après le drame. En 2017, lors d'un festival de musique en Allemagne, Bruckner se trouve dans un bar avec un ancien compagnon de route nommé Ege Bösching. Un reportage télévisé sur l'anniversaire de la disparition de Maddie passe sur l'écran de l'établissement. Bruckner s'énerve et lâche de manière impulsive « Arrêtez avec ça, elle n'a pas crié, je sais ce qu'elle est devenue ». Choqué, Bösching mettra plusieurs années à surmonter sa peur avant de livrer cette confidence aux inspecteurs, déclenchant ainsi l'ouverture secrète de la piste allemande. À cela s'ajoutent des découvertes informatiques glaçantes. Lors de la perquisition d'une ancienne usine désaffectée où Bruckner avait stocké ses affaires avant de fuir le Portugal, les policiers découvrent des supports numériques cryptés contenant des vidéos d'abus sexuels extrêmes commis sur des enfants, ainsi que des enregistrements de ses propres crimes. Si le procureur Walters se dit convaincu du décès de Madeleine et de l'implication de Bruckner, la réalité juridique, elle, est tout autre. Fin 2024, le suspect comparaît devant le tribunal de Brunswick pour 3 viols aggravés et 2 agressions sexuelles sur mineurs, commis au Portugal entre 2000 et 2006, découverts en marge de l'enquête sur Maddie. À la surprise générale, en octobre 2024, il est intégralement acquitté. Le tribunal estime que le témoignage de ses anciens complices manque de crédibilité et qu'aucune preuve matérielle ne permet de l'incriminer de manière indiscutable pour ces faits. En septembre 2025, Bruckner termine de purger une peine distincte de 7 ans de prison pour le viol d'une retraitée américaine commis à Praia da Luz en 2005. Techniquement libre de ses mouvements, bien que placé sous surveillance électronique maximale par les autorités allemandes, il nie en bloc toute implication dans la disparition de Maddie par la voix de son avocat. Le procureur Walters ne renonce pas. L'enquête sur le meurtre de Madeleine McCann est toujours en cours. La réalité technique, elle, reste sans appel. Sans reste humain, sans lien biologique entre Bruckner et l'appartement 5A, sans aveu, le dossier ne peut franchir le seuil de la mise en examen. Malgré des années d'investigation, les enquêteurs allemands n'ont toujours pas présenté de preuves publiques permettant d'inculper Christian Bruckner dans l'affaire Maddie McCann. Le dossier reste donc ouvert dans l'attente d'un élément nouveau qui pourrait enfin faire avancer l'enquête. Même en prenant la piste Christian Bruckner comme hypothèse principale, certains éléments du dossier continuent de poser problème. Après près de 20 ans d'enquête, plusieurs questions essentielles restent ouvertes. Et pour être rigoureux, il faut les examiner. La première concerne le silence des enfants. Comment un individu aurait-il pu, dans l'obscurité, extraire une enfant en moins de 15 minutes sans laisser la moindre trace? Et surtout, sans réveiller les 2 jumeaux qui dormaient dans la même pièce. Une question revient régulièrement dans les analyses du dossier. Comment les 2 jumeaux ont-ils pu rester endormis malgré l'agitation qui a suivi la disparition de leur sœur? Certains observateurs ont évoqué l'hypothèse d'une sédation, mais aucune preuve médicale n'est venue l'étayer et aucun examen toxicologique exploitable n'a été réalisé à l'époque. La deuxième anomalie concerne le transfert biologique. Dans de nombreuses affaires criminelles, un contact physique laisse des traces exploitables. ADN, fibres textiles, empreintes ou autres éléments de transfert. Pourtant, dans l'appartement 5A, aucun matériel génétique attribuable avec certitude à un ravisseur n'a été identifié. 2 explications coexistent. Soit l'auteur des faits a laissé extrêmement peu de traces, soit, et c'est l'explication privilégiée par de nombreux enquêteurs, la contamination massive de la scène lors des premières heures a rendu toute analyse ultérieure particulièrement difficile. Mais l'absence de traces ne permet pas non plus d'écarter définitivement l'hypothèse d'un ravisseur. La troisième zone d'ombre est la plus douloureuse, le devenir de Madeleine. Les fouilles menées en 2023 au réservoir d'Arad au Portugal, à la demande des autorités allemandes, ont montré que l'enquête restait active près de 16 ans après les faits, mais elles n'ont livré aucun élément décisif. Malgré les recherches menées au Portugal, au Royaume-Uni et en Allemagne, aucun reste humain n'a jamais été retrouvé. Ce manque de réponse a parfois alimenté des théories et des polémiques bien au-delà de l'enquête elle-même. En 2023, l'affaire Julia Wendel, une jeune femme polonaise affirmant être Maddie McCann, a suscité une attention médiatique mondiale
avant d'être rapidement écarté par les analyses génétiques. Cet épisode illustre une fois de plus, dans ce dossier, le vide créé par l'absence de réponse a toujours laissé place aux spéculations. L'affaire Maddie McCann a également profondément marqué la manière dont les disparitions d'enfants sont traitées à l'échelle mondiale. Elle a contribué à renforcer la coopération entre services d'enquête européens et à démontrer l'influence considérable que peuvent exercer les médias sur le déroulement d'une enquête criminelle. Après près de 20 ans d'enquête, une question fondamentale demeure. La justice pourra-t-elle un jour trancher sans la découverte d'un élément matériel irréfutable ? Sommes-nous face à un crime qui, par les circonstances et les erreurs des premières heures, est devenu presque impossible à résoudre ? Ou la vérité repose-t-elle encore dans une piste qui n'a pas été totalement explorée ? 19 ans après la disparition de Maddie McCann, personne ne peut répondre à ces questions avec certitude. Les suspects ont changé, les théories se sont succédées, les enquêtes se sont parfois contredites, mais la réponse, elle, continue d'échapper aux enquêteurs. Une seule question demeure inchangée. Depuis la nuit du 3 mai 2007, que lui est-il arrivé ? Et c'est peut-être là la réalité la plus difficile à accepter dans cette affaire. Non pas l'absence de suspect, non pas l'absence de théorie, mais l'absence de réponse. Pour une famille, pour une enquête, et pour l'un des plus grands mystères criminels du XXIe siècle. Si vous souhaitez continuer à explorer ce type d'affaires avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. La prochaine enquête arrive bientôt. Ciao.